Bonjour à tous les esprits curieux. L'histoire de Death Note débute par un événement aussi anodin qu'extraordinaire. Un cahier noir, sobrement intitulé Death Note, tombe du ciel et atterrit sur le bitume d'une ville japonaise. Ce simple objet, abandonné dans l'anonymat, va bouleverser l'équilibre du monde tel que nous le connaissons. Ce cahier n'est pas tombé par hasard. Il a été volontairement laissé par Ryuk, un Shinigami, une créature surnaturelle issue du folklore japonais, souvent associée à la mort. Fatigué de l'ennui qui règne dans le monde des dieux de la mort, Ryuk décide d'introduire le chaos dans le monde des humains en y abandonnant son Death Note. Le Death Note confère à son utilisateur un pouvoir terrifiant. Il suffit d'écrire le nom d'une personne tout en visualisant son visage pour provoquer sa mort. Cette règle, d'une simplicité glaçante, est expliquée en détail dans le cahier lui-même. Par exemple, si Light Yagami écrit Shuichi Aizawa en pensant à l'inspecteur du même nom, ce dernier mourra, peu importe où il se trouve. Light Yagami, élève modèle et fils d'un haut gradé de la police, découvre le cahier et, d'abord sceptique, décide de tester ses pouvoirs. Il commence par écrire le nom d'un criminel vu aux informations et constate avec stupeur que l'homme meurt d'une crise cardiaque quelques minutes plus tard. Ce premier essai marque le début d'une transformation profonde chez Light, qui se persuade qu'il peut purifier le monde du mal. Le Death Note devient alors bien plus qu'une simple arme. Il agit comme un miroir, révélant la part d'ombre de celui qui l'utilise. Light, sous le pseudonyme de Kira, se lance dans une croisade autoproclamée pour la justice, mais ses actions soulèvent rapidement des questions morales. Où s'arrête la justice et où commence le meurtre? Les enquêteurs, menés par le mystérieux L, s'engagent dans une lutte intellectuelle acharnée pour stopper Kira. Les Shinigami, quant à eux, restent en retrait, observateurs cyniques du drame humain. Leur existence ajoute une dimension surnaturelle et philosophique à l'histoire. Ils incarnent l'indifférence du destin, mais aussi la tentation de défier les lois naturelles. Ryuk, par exemple, ne prend jamais parti, se contentant de regarder Light sombrer dans l'obsession. Ainsi, dans l'univers de Death Note, un simple cahier peut bouleverser la société tout entière. Il efface la frontière entre héros et criminels, forçant chaque personnage et chaque spectateur à s'interroger sur la nature du bien, du mal, et sur le prix à payer pour la justice. Si vous aimez ce genre d'analyse et souhaitez soutenir la chaîne, pensez à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Même un simple « savoir » en commentaire suffit à montrer que vous êtes là et que vous appréciez le contenu. Ça aide énormément pour la suite, alors merci à tous, et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le Death Note, à première vue, n'est qu'un simple cahier, mais il détient un pouvoir absolu sur la vie et la mort. Ce pouvoir, transmis par les Shinigami, est régi par des règles strictes et précises qui déterminent le sort de toute personne dont le nom y est inscrit. Pour qu'une mort soit déclenchée, il suffit d'écrire le nom complet d'une personne tout en visualisant clairement son visage. Cette double condition empêche les erreurs et les homonymes d'être affectés par inadvertance. Par exemple, si deux personnes portent le même nom, seule celle dont le visage est imaginé par l'utilisateur sera touchée. La précision est donc essentielle. Si l'utilisateur ne parvient pas à se représenter mentalement le visage de la cible, le Death Note reste sans effet. Cela ajoute une dimension psychologique. La mémoire et la connaissance deviennent des armes aussi puissantes que le cahier lui-même. Si aucune cause de décès n'est spécifiée, la victime succombe à une crise cardiaque exactement 40 secondes après l'inscription de son nom. Ce délai précis est devenu la signature terrifiante du Death Note, semant la panique et l'incompréhension parmi ceux qui tentent de percer le mystère de ces morts soudaines. L'utilisateur peut aller plus loin en dictant la cause et les circonstances de la mort, à condition de le faire dans les 6 minutes et 40 secondes suivant l'écriture du nom. Par exemple, il peut forcer une victime à écrire une lettre, à se rendre dans un lieu précis ou à révéler des informations avant de mourir. Cette capacité à manipuler les actions des victimes fait du Death Note un outil de contrôle redoutable, bien au-delà d'un simple instrument de mort. Dès qu'un humain prend possession du Death Note, le Shinigami, qui en est l'ancien propriétaire, devient visible pour lui. Ce dieu de la mort agit comme un observateur silencieux, n'intervenant jamais dans les décisions de l'utilisateur, mais offrant parfois des explications ou des avertissements sur les règles du cahier. Sa présence constante rappelle le prix à payer pour manipuler la vie et la mort. Si l'utilisateur décide d'abandonner le Death Note, tous ses souvenirs liés au cahier et à son utilisation sont instantanément effacés.
Cette règle offre une échappatoire temporaire au poids psychologique du pouvoir, mais elle n'est jamais définitive. En effet, si la même personne touche à nouveau le Death Note, tous ses souvenirs reviennent immédiatement, souvent de façon brutale et bouleversante. Cette mécanique fait de la mémoire et de l'identité des thèmes centraux, car le pouvoir du cahier ne disparaît jamais vraiment, il reste en sommeil, prêt à ressurgir. Ainsi, les règles du Death Note ne sont pas seulement surnaturelles, elles sont profondément psychologiques. Elles testent la volonté, la moralité et la stabilité mentale de quiconque ose s'en servir, transformant chaque utilisateur en acteur de son propre destin, mais aussi en victime potentielle de ses choix. Les règles du Death Note sont d'une précision glaçante, permettant à son utilisateur de manipuler la vie et la mort avec une exactitude terrifiante. Par exemple, il ne suffit pas d'écrire un nom pour provoquer la mort. L'utilisateur peut également spécifier les actions que la victime accomplira avant de mourir. Cela signifie que si quelqu'un souhaite que sa cible accomplisse une tâche précise, comme écrire une lettre ou se rendre dans un lieu particulier avant de succomber, il lui suffit de le noter dans le cahier. Cependant, il existe une limite fondamentale. Ces actions doivent rester physiquement possibles pour la victime. Par exemple, il serait impossible d'ordonner à une personne âgée de 90 ans de courir un marathon en 10 minutes ou à un nourrisson de rédiger une lettre. Si l'action demandée dépasse les capacités physiques ou mentales de la victime, le Death Note ne pourra pas l'exécuter et la personne mourra simplement d'une crise cardiaque, la cause par défaut. Le Death Note ne peut pas non plus tuer les nourrissons, les personnes extrêmement âgées ou celles dont la mort est déjà imminente. Plus précisément, si une personne a moins de 12 minutes à vivre, le cahier ne peut pas influencer son destin. Cette règle protège, d'une certaine manière, l'ordre naturel de la vie et de la mort, empêchant l'utilisateur de s'attaquer aux plus vulnérables ou d'accélérer une mort déjà inévitable. Par exemple, si une personne est victime d'un accident et n'a plus que quelques minutes à vivre, le Death Note ne pourra pas changer ce destin. Cette limite temporelle de 12 minutes est cruciale, car elle empêche l'abus du cahier dans des situations où la mort est déjà inévitable. Ainsi, le Death Note, malgré sa puissance, préserve une parcelle d'ordre naturel et de justice. Il ne permet pas à son utilisateur de devenir un dieu absolu, mais impose des limites qui rappellent que la vie et la mort ne sont pas entièrement entre les mains de l'homme. Un aspect fascinant du Death Note est que même un simple fragment du cahier conserve son pouvoir mortel. Cela signifie que si une page est arrachée et utilisée séparément, elle peut toujours provoquer la mort d'une personne dont le nom y est inscrit. Cette caractéristique rend le Death Note extrêmement dangereux et difficile à contrôler, car il peut être dissimulé, partagé ou utilisé en secret par plusieurs personnes. Concernant l'écriture, tout outil fonctionne, stylo, crayon, feutre ou même du sang, tant que le nom de la victime est lisible. Cela offre une grande flexibilité à l'utilisateur, qui n'est jamais limité par le manque de matériel. Par exemple, dans une situation d'urgence, un simple morceau de charbon ou un rouge à lèvres pourrait suffire. La question de la propriété du Death Note est également complexe. Le cahier appartient à la personne qui le touche en premier, mais le simple fait de le prêter ne transfère pas la propriété. Par exemple, si vous prêtez le cahier à un ami, il pourra l'utiliser, mais il n'en deviendra pas le propriétaire officiel. En revanche, si le cahier est volé, la propriété change immédiatement. Cela signifie que le nouveau détenteur acquiert tous les droits et responsabilités liés au Death Note, y compris la capacité de voir et d'interagir avec les Shinigami. Si le propriétaire meurt, alors que le cahier est prêté, le détenteur temporaire devient automatiquement le nouveau propriétaire. Cette règle a des conséquences dramatiques dans l'histoire, car elle peut bouleverser l'équilibre des pouvoirs en un instant. Toutes ces lois tissent un réseau complexe de possession, de mémoire et de responsabilité. Elles sont au cœur des batailles stratégiques de Death Note, où chaque décision peut avoir des conséquences irréversibles, et où la moindre erreur peut coûter la vie ou la mémoire. En définitive, contrôler le Death Note, c'est contrôler le destin lui-même. Mais ce pouvoir s'accompagne d'un prix. La vigilance constante, la peur d'être démasqué, et le poids moral de chaque nom inscrit dans ces pages. L'univers du Death Note ne se limite pas à une simple liste de règles gravées dans le marbre. Il est tissé d'exceptions, de subtilités et de failles, qui, bien exploitées, deviennent des armes redoutables pour les utilisateurs les plus ingénieux. Chaque règle, loin d'être une barrière infranchissable, peut être contournée, manipulée, voire détournée à des fins stratégiques. Dans ce monde, la moindre ambiguïté,
La plus petite imprécision se transforme en opportunité pour manipuler le destin des autres et échapper à la justice. C'est cette complexité qui fait du Death Note un outil aussi fascinant que dangereux. Prenons l'exemple des fausses règles, un concept introduit par Light Yagami pour brouiller les pistes. Face à la pression des enquêteurs, Light inscrit dans le cahier la fameuse règle des 13 jours, stipulant que si l'utilisateur n'écrit pas de nom pendant 13 jours consécutifs, il meurt. Cette règle, totalement inventée, a été découverte par elle et son équipe, mais faute de preuve du contraire, elle a semé le doute et permis à Light de détourner les soupçons. Ce stratagème illustre à quel point la manipulation des règles peut transformer une simple enquête en un véritable jeu d'échecs psychologique, où chaque fausse piste peut coûter la vie à un innocent ou sauver le véritable coupable. Un autre point crucial concerne les yeux de Shinigami. Lorsqu'un humain accepte de sacrifier la moitié de sa durée de vie restante, il obtient la capacité de voir le nom et la durée de vie de toute personne simplement en la regardant. Cependant, il existe une exception majeure. Il est impossible de voir le nom ou la durée de vie d'un autre détenteur de Death Note. Cette règle protège les utilisateurs du cahier, rendant la traque entre eux bien plus complexe et dangereuse. Par exemple, lorsque Misa Amane, la deuxième Kira, obtient les yeux de Shinigami, elle ne peut pas découvrir l'identité de Light ni celle de tout autre possesseur du cahier. Cette limitation introduit une dimension supplémentaire de suspense et d'incertitude, forçant les utilisateurs à recourir à d'autres méthodes pour s'identifier ou se piéger mutuellement. Le Death Note ne permet pas de prolonger la vie, il ne fait que la raccourcir. Si l'utilisateur tente de contourner cette règle en inscrivant des conditions impossibles, par exemple, cette personne vivra 100 ans de plus, le cahier ignore simplement l'instruction et provoque la mort par crise cardiaque, la cause par défaut. Cette implacabilité souligne la cruauté du Death Note. Il ne laisse aucune place à la clémence ou à la négociation avec la mort. Même les tentatives de manipuler la cause de la mort pour éviter une issue fatale sont vouées à l'échec si elles vont à l'encontre des lois naturelles ou des limites du cahier. Une situation particulièrement tendue survient lorsque deux Death Notes ciblent la même personne. Si deux utilisateurs écrivent le nom d'une victime en même temps, la mort est annulée, mais si l'un termine avant l'autre, c'est sa condition qui s'applique. Cette règle a été exploitée lors de confrontations directes, où chaque seconde, chaque geste, peut faire basculer le destin d'un personnage. Par exemple, lors de la rivalité entre Light et Mello, la rapidité d'exécution devient un facteur décisif, transformant chaque duel en une course contre la montre où la moindre hésitation peut être fatale. Toutes ces subtilités font du Death Note un véritable échiquier, où chaque mouvement doit être anticipé. Les utilisateurs doivent non seulement prévoir les actions de leurs adversaires, mais aussi exploiter la moindre faille dans les règles pour prendre l'avantage. La stratégie ne se limite pas à l'écriture d'un nom. Elle englobe la manipulation psychologique, la création de fausses pistes et l'utilisation des exceptions pour piéger ou se protéger. C'est cette dimension tactique qui rend chaque affrontement aussi imprévisible qu'intense. Ainsi, chaque règle, chaque exception, chaque faille devient une arme potentielle entre les mains d'un utilisateur astucieux. La capacité à interpréter, à détourner ou à exploiter ces détails fait souvent la différence entre la victoire et la défaite. Les plus grands stratèges, comme Light ou Elle, excellents dans l'art de lire entre les lignes, de prévoir les réactions adverses et de transformer la moindre ambiguïté en avantage décisif. La complexité du Death Note réside dans l'évolution constante des stratégies. À chaque nouvelle découverte, à chaque exception révélée, l'équilibre du jeu peut être bouleversé. Les utilisateurs doivent sans cesse s'adapter, remettre en question leurs certitudes et inventer de nouvelles tactiques pour survivre. C'est cette dynamique qui rend les affrontements autour du cahier si captivants et imprévisibles. Dans cet univers, la connaissance approfondie des règles et de leurs exceptions est aussi mortelle que le cahier lui-même. Seuls les plus rusés, capables de comprendre et d'exploiter chaque nuance, survivent et s'imposent comme de véritables maîtres du jeu. Car, au final, détenir le Death Note ne suffit pas. Il faut aussi savoir en percer tous les secrets pour en tirer le véritable pouvoir. Les Shinigami, ou dieux de la mort, sont des entités immortelles, détachées de toute émotion humaine, qui errent dans un royaume sinistre et délabré. Ce monde, appelé le royaume des Shinigami, est un lieu où le temps semble s'être figé depuis des millénaires. Les paysages y sont gris, stériles, jonchés de roches érodées et de vestiges oubliés, et une brume épaisse enveloppe tout, rendant l'atmosphère oppressante et glaciale. Les Shinigami passent la plupart de leur existence assis,
immobiles, sur des pierres ou des ruines, contemplant l'infinité de leur ennui. Leur immortalité, loin d'être enviable, est vécue comme une malédiction. Ils ne ressentent ni joie, ni douleur, seulement une lassitude profonde. Ce vide existentiel est accentué par l'absence totale de lumière ou de chaleur dans leur univers, où chaque élément semble porter le poids de siècles d'abandon et d'oubli. Les Death Notes, ces carnets noirs à l'apparence banale, sont en réalité les outils essentiels à la survie des Shinigami. Chaque Shinigami possède son propre carnet, qui lui permet de tuer des humains à distance en y inscrivant leur nom. Lorsqu'un humain meurt à cause d'un Death Note, le Shinigami qui en est l'auteur s'approprie le temps de vie restant de la victime, prolongeant ainsi sa propre existence. Mais ces carnets ne sont pas seulement des instruments de mort, ils représentent aussi le seul lien tangible des Shinigami avec le monde des vivants, et parfois la seule distraction dans leur routine monotone. Par exemple, Ryuk, l'un des Shinigami les plus célèbres, s'ennuie tellement qu'il décide de laisser tomber son Death Note dans le monde humain, juste pour observer ce qui va se passer. Ce geste, loin d'être anodin, montre à quel point la recherche de nouveautés et d'amusement est cruciale pour ces êtres immortels. Les Shinigami sont totalement invisibles aux yeux des humains, à moins que ces derniers ne touchent eux-mêmes un Death Note. Cette règle fondamentale leur permet de traverser le monde des vivants comme des spectres, observant les humains sans jamais être vus ni entendus. Ils ne peuvent pas être blessés par des armes humaines, ni affectés par les lois physiques de notre univers. Cette invisibilité leur confère une aura de mystère et de terreur. Ils sont à la fois omniprésents et insaisissables, capables d'influencer le destin sans jamais se dévoiler. Par exemple, lorsque Light Yagami rencontre Ryuk pour la première fois, il est le seul à pouvoir le voir, car il a touché le Death Note. Cette règle crée une barrière infranchissable entre les deux mondes, renforçant l'isolement des Shinigami. Bien qu'il leur soit strictement interdit d'interférer directement avec les humains, la simple présence des Shinigami suffit à bouleverser le cours des événements. Leur influence se manifeste souvent de manière subtile, à travers les choix qu'ils font ou les informations qu'ils laissent filtrer. Par exemple, Ryuk se contente d'observer Light, mais ses commentaires et ses réactions influencent parfois les décisions du jeune homme. Rem, un autre Shinigami, développe une forme d'affection pour Misa Amane, allant jusqu'à enfreindre les règles pour la protéger. Dans de rares cas, un Shinigami peut même sacrifier sa propre vie pour sauver un humain, comme l'a fait Jealous pour Misa. Ces exemples illustrent la complexité des émotions et des motivations des Shinigami, qui oscillent entre indifférence, amusement et attachement. Si un Shinigami utilise son Death Note pour prolonger la vie d'un humain, il est immédiatement condamné à mort. Son corps se désintègre en poussière, et son carnet reste sur place, prêt à être récupéré par un autre. Ce sacrifice, extrêmement rare et formellement interdit, est la seule façon pour un Shinigami de donner un sens à son existence, en brisant la monotonie de l'immortalité par un acte de compassion ultime. L'exemple de Jealous, qui sauve Misa d'une mort certaine, montre que même les dieux de la mort peuvent ressentir de l'empathie et agir contre leur propre intérêt, au prix de leur disparition. À la tête de ce monde désolé règne le roi des Shinigami, une entité mystérieuse et toute puissante. C'est lui qui distribue les Death Notes et fait respecter les lois du royaume. Son autorité est incontestée, mais il semble lui-même prisonnier de la monotonie et de l'absurdité de ce monde oublié. Le roi des Shinigami n'intervient que rarement dans les affaires des autres, se contentant d'observer et de maintenir l'ordre. Son apparence imposante et son attitude détachée renforcent l'idée que, même au sommet de la hiérarchie, nul n'échappe à l'ennui et à la vacuité de l'immortalité. L'existence des Shinigami soulève des questions philosophiques profondes. Sont-ils de véritables dieux, des parasites, se nourrissant de la vie humaine, ou simplement des prisonniers de leur propre immortalité? Leur incapacité à ressentir pleinement la vie, leur isolement et leur dépendance à la mort des autres les condamnent à une forme d'errance perpétuelle. Cette ambiguïté nourrit la fascination qu'ils exercent sur les humains, tout en les maintenant à distance. Pour les Shinigami, le monde humain représente la seule échappatoire à l'ennui infini de leur royaume. Ils y trouvent un spectacle permanent de chaos, de passion, de conflits et de drames, où chaque vie et chaque mort devient une source d'intérêt et de distraction. C'est cette fascination pour l'humanité, avec ses émotions intenses et ses choix imprévisibles, qui pousse certains Shinigami à s'impliquer, parfois au risque de tout perdre. Ainsi, le destin des dieux de la mort reste inextricablement lié à celui des humains, dans un jeu complexe d'observation,
de tentation et de transgression. L'utilisation du Death Note par Light Yagami est un chef-d'œuvre de stratégie et de manipulation psychologique. Dès le début, Light cible des criminels, ce qui lui permet de gagner le soutien d'une partie de la population qui voit en lui un justicier. Cette première phase est cruciale, elle lui offre une couverture morale et détourne l'attention des enquêteurs qui peinent à comprendre le mode opératoire de Kira. Progressivement, Light commence à manipuler les enquêtes et ses rivaux. Il anticipe les mouvements de la police, notamment grâce à l'intervention de L, le célèbre détective. Par exemple, lorsque L diffuse un faux message télévisé pour piéger Kira, Light comprend immédiatement le test et adapte sa stratégie, prouvant sa capacité à penser plusieurs coups à l'avance, comme dans une partie d'échecs. L'une des actions les plus audacieuses de Light est l'orchestration de la mort de plusieurs agents du FBI envoyés au Japon pour enquêter sur Kira. Il utilise la fiancée de l'un d'eux, Naomi Misora, pour obtenir des informations cruciales, puis la manipule jusqu'à sa disparition. Cette opération démontre non seulement sa froideur, mais aussi sa capacité à exploiter les faiblesses humaines pour protéger son identité. Pour brouiller encore plus les pistes, Light va jusqu'à abandonner temporairement le Death Note et effacer ses propres souvenirs grâce à une règle spécifique du cahier. Cette amnésie volontaire lui permet de créer un alibi parfait, car il ne se souvient plus de ses crimes et collabore même avec la police pour traquer Kira, démontrant une maîtrise totale des règles du Death Note. Misa Amane, la deuxième Kira, entre en scène avec une approche radicalement différente. Elle échange une partie majeure de sa durée de vie contre les yeux de Shinigami, un pouvoir qui lui permet de voir le nom et la durée de vie de toute personne simplement en la regardant. Ce sacrifice extrême montre à quel point elle est déterminée à aider Kira, mais aussi sa vulnérabilité face à l'influence des Shinigami. En sacrifiant la majeure partie de sa durée de vie, Misa obtient un avantage décisif. Elle peut tuer d'un simple regard, sans même connaître le nom de sa cible. Cependant, ce pouvoir a un coût élevé et la rend dépendante de Light, qui exploite ses sentiments pour l'utiliser comme un pion dans son propre jeu. L'impulsivité de Misa complique souvent les plans méticuleux de Light. Par exemple, elle prend des initiatives risquées pour attirer l'attention de Kira, ce qui met en danger leur secret commun. Malgré cela, sa loyauté et ses pouvoirs restent des atouts majeurs pour Light. Les capacités de Misa sont cruciales pour identifier elle, l'adversaire principal de Light. Grâce à ses yeux de Shinigami, elle parvient à découvrir l'identité de certains enquêteurs, ce qui permet à Light d'affiner sa stratégie et de cibler ses ennemis avec une précision redoutable. La bataille finale contre Nier et Melo se transforme en une véritable guerre de tromperie et de stratégie. Chacun des protagonistes utilise des plans complexes, des fausses pistes et des alliances temporaires pour prendre l'avantage. Les confrontations deviennent de plus en plus tendues, chaque erreur pouvant être fatale. L'utilisation de faux cahiers et de pièges psychologiques atteint son paroxysme lors de l'affrontement final. Nier parvient à déjouer les plans de Light en remplaçant le Death Note par une copie, exposant ainsi la véritable identité de Kira devant tous les enquêteurs. Finalement, c'est l'arrogance de Light qui cause sa perte. Convaincu de sa supériorité intellectuelle, il sous-estime ses adversaires et commet l'erreur fatale qui le trahit devant tout le monde. Cette conclusion prouve que le Death Note, aussi puissant soit-il, n'est qu'un outil. Sa véritable force dépend de l'intelligence, de la prudence et de la capacité d'adaptation de son utilisateur. Sans ces qualités, même le pouvoir d'un dieu peut être vaincu. Le véritable conflit dans Death Note est avant tout un affrontement d'intellect. Les batailles se jouent dans l'ombre, à coups de déduction, de mensonges et de stratégies élaborées, bien plus que par la simple utilisation du cahier. Le pouvoir surnaturel du Death Note n'est qu'un catalyseur. Ce sont les choix, la morale et l'intelligence des personnages qui déterminent l'issue de la lutte. Chaque mouvement dans cette guerre d'esprit est un pari risqué, où la moindre erreur peut tout faire basculer. Une seule erreur, un seul faux pas, et c'est la chute du dieu autoproclamé. Le destin de Kira rappelle que, dans Death Note, l'intellect est la véritable arme, et la moindre faille peut mettre fin à un règne, aussi puissant soit-il. Le cahier de Ryuk n'est qu'un parmi tant d'autres. Dans l'univers de Death Note, il existe en réalité de nombreux Death Note, chacun étant la propriété d'un Shinigami différent. Ces carnets sont dispersés dans le monde des dieux de la mort, et chaque Shinigami peut choisir de s'en servir pour prolonger sa propre existence en écrivant le nom d'humain dans son carnet. Cette multiplicité explique pourquoi Ryuk n'a pas hésité à laisser tomber son Death Note dans le monde des humains. Il savait qu'il n'était pas irremplaçable. L'introduction d'un second Death Note dans l'histoire bouleverse totalement l'équilibre.
C'est ainsi que Misa Amane, une jeune femme fascinée par Kira, entre en scène avec son propre carnet, accompagnée de Rem, son Shinigami protecteur. Cette arrivée ne se limite pas à un simple ajout d'un nouvel utilisateur. Elle introduit de nouveaux enjeux, des alliances inattendues et des rivalités complexes. Par exemple, Misa utilise le Death Note pour attirer l'attention de Kira, tandis que Rem, par loyauté envers Misa, intervient dans les plans de Light et de L, rendant l'enquête encore plus difficile. Il existe une règle fondamentale, un humain ne peut posséder plus de 6 Death Notes à la fois. Cette limite, imposée par le monde des Shinigami, vise à empêcher qu'un seul individu ne devienne omnipotent et ne bouleverse l'équilibre entre la vie et la mort. Imaginez le chaos si une seule personne pouvait contrôler des dizaines de carnets. La société humaine serait à la merci d'une seule volonté. Cette règle a été confirmée dans les suppléments officiels du manga, et elle s'applique même si les carnets sont détenus indirectement ou cachés. Derrière tous ces carnets se cache une figure énigmatique et toute puissante. Le roi des Shinigami. Ce souverain règne sur le monde des dieux de la mort, depuis un trône fait d'ossements, incarnant l'autorité suprême. C'est lui qui a créé les Death Notes et qui veille à ce que leurs règles soient respectées. Son apparence et ses motivations restent volontairement floues, renforçant son aura de mystère et de crainte parmi les autres Shinigami. Certaines règles du Death Note ne sont connues que du roi des Shinigami lui-même. Par exemple, il existe des exceptions et des secrets sur le fonctionnement des carnets que même les Shinigami ordinaires ignorent. Lorsqu'un Death Note est perdu ou abandonné, il est censé être récupéré et ramené dans le royaume du roi, afin d'éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains ou ne perturbe l'ordre établi. Ce processus est rarement montré, mais il souligne le contrôle absolu du roi sur le destin des carnets. L'existence du roi des Shinigami rappelle constamment que le pouvoir que Light Yagami exerce grâce au Death Note n'est pas véritablement le sien. Il s'agit d'un pouvoir emprunté, soumis à des règles strictes et à la volonté d'entités supérieures. Light, malgré son intelligence et son ambition, reste dépendant des limites imposées par le monde des Shinigami, ce qui ajoute une dimension tragique à sa quête de domination. Fait surprenant, même le roi des Shinigami n'est pas invulnérable. Il peut être tué par un Death Note, mais cela implique un prix terrible. Cette règle, mentionnée dans les annexes du manga, suggère que le pouvoir du Death Note transcende même l'autorité suprême du monde des morts, mais qu'une telle action aurait des conséquences catastrophiques, probablement pour l'équilibre même de l'univers. En définitive, la présence de multiples Death Notes et l'autorité du roi des Shinigami révèlent l'existence d'un système ancien, complexe et hiérarchisé, bien plus vaste que le simple affrontement entre Light et L. Ce système, avec ses règles, ses secrets et ses gardiens, façonne l'univers de Death Note et rappelle que, derrière le chaos apparent du monde humain, se cache un ordre occulte et implacable. Le Death Note agit comme une lentille grossissante sur la notion de justice, un miroir déformant qui met en lumière les failles et les contradictions de notre conception du bien et du mal. À travers cet objet surnaturel, la série nous pousse à questionner la légitimité de la justice humaine et à réfléchir à la manière dont le pouvoir peut altérer notre perception de la moralité. Le Death Note interroge la nature du pouvoir absolu, la complexité de l'âme humaine et la frontière ténue entre la justice et la vengeance. Par exemple, lorsque Light commence à utiliser le cahier, il croit sincèrement agir pour le bien commun, mais très vite, ses actions soulèvent la question « Où s'arrête la justice et où commence la vendetta personnelle ?» La croisade de Light Yagami débute avec des intentions apparemment nobles. Il souhaite débarrasser le monde du crime et instaurer une société idéale. Mais cette ambition, aussi louable soit-elle en apparence, révèle rapidement ses limites. L'histoire nous montre que même les idéaux les plus purs peuvent être corrompus par le pouvoir. Ce pouvoir absolu, incarné par le Death Note, dégénère rapidement en tyrannie. Light ne se contente plus d'éliminer des criminels. Il commence à tuer tous ceux qui s'opposent à lui, qu'ils soient innocents ou non. Cette escalade illustre comment la frontière entre justicier et dictateur peut devenir floue lorsque l'on détient un pouvoir sans limite. Light élimine non seulement des criminels, mais aussi quiconque ose se mettre en travers de son chemin, brouillant la ligne entre justice et oppression. Par exemple, il n'hésite pas à manipuler et sacrifier des innocents pour préserver son anonymat, montrant ainsi que le pouvoir du Death Note corrompt même les intentions les plus vertueuses. L'histoire pose alors une question troublante. Light est-il un sauveur ou un monstre? Certes, le taux de criminalité chute, mais à quel prix? La société devient gouvernée par la peur, où le meurtre de masse est banalisé
et où la justice est rendue sans procès ni compassion. Le climat de terreur instauré par Kira, l'alias de Light, transforme la société. Les gens vivent dans la crainte constante d'être jugés et exécutés sans appel. Cette ambiance rappelle les régimes totalitaires où la peur est utilisée comme outil de contrôle social. Face à Light, elle, le détective, incarne la loi, la raison et la légalité. Il représente la lutte pour préserver l'équilibre fragile de la justice humaine, refusant de céder à la tentation de l'efficacité au détriment de l'éthique. Elle va jusqu'à risquer sa vie pour prouver que personne ne devrait avoir le droit de vie ou de mort sur autrui. Elle s'oppose fermement à la vision de Light d'une justice absolue. Il refuse de sacrifier l'éthique et la procédure au nom de l'ordre, illustrant le dilemme entre la justice procédurale et la justice expéditive. Leur affrontement symbolise le conflit éternel entre la fin et les moyens. Le Death Note met en lumière la nature corruptrice du pouvoir incontrôlé. Il transforme les idéaux en obsession et les rêves de justice en cauchemars de domination. L'histoire rappelle que même les meilleures intentions peuvent être perverties par la tentation de l'absolu. La transformation de Light, de jeune idéaliste à tyran impitoyable, sert d'avertissement. Ce n'est pas une simple fantaisie, mais une réflexion profonde sur la fragilité de la morale humaine face à la tentation du pouvoir. L'histoire nous montre que nul n'est à l'abri de la corruption. Le cahier ne crée pas le mal, il le révèle. Il agit comme un catalyseur, mettant à nu les désirs cachés, les faiblesses et les contradictions de chacun. Par exemple, plusieurs personnages secondaires succombent à la tentation du Death Note, révélant que le mal sommeille en chacun de nous. Le Death Note force chaque personnage à affronter sa propre moralité, à choisir entre la facilité de la violence et la difficulté de la vertu. Les dilemmes moraux abondent. Doit-on sacrifier quelques vies pour en sauver des milliers? Peut-on justifier le mal par le bien qu'il engendre? Personne n'est immunisé contre la tentation du Death Note. Même les personnages les plus vertueux ressentent l'attrait du pouvoir de vie ou de mort. Cela rappelle les expériences psychologiques réelles qui montrent que l'autorité et le pouvoir peuvent pousser n'importe qui à commettre l'irréparable. Le fardeau de jouer à Dieu est trop lourd pour un humain. L'histoire montre que personne ne peut supporter cette responsabilité sans se perdre, ni dans la culpabilité, ni dans la folie, ni dans l'orgueil démesuré. Death Note n'offre pas de réponse facile. Il propose des dilemmes complexes qui continuent de hanter le spectateur bien après la fin de l'histoire. Chaque choix, chaque action, soulève de nouvelles questions sur la nature de la justice et de la responsabilité. L'œuvre questionne le prix de la paix. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour l'obtenir? Est-il acceptable de sacrifier la liberté, la justice ou la vie d'innocents pour instaurer l'ordre? Les limites de la justice deviennent floues et la frontière entre héros et bourreaux s'efface. L'histoire nous rappelle que le pouvoir, même utilisé avec de bonnes intentions, peut facilement déraper et engendrer l'injustice. La plus grande leçon du Death Note concerne notre propre humanité. Il nous confronte à nos peurs, à nos désirs de justice, mais aussi à nos faiblesses et à notre propension à juger autrui. En fin de compte, le Death Note nous pose une question fondamentale. Serions-nous différents si nous détenions un tel pouvoir? Aurions-nous la force de résister à la tentation ou succomberions-nous, à notre tour, à l'illusion de la justice absolue? Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.